Depuis le début, je souhaite que Bohen ne cible pas une couche sociale en particulier. Cette année, en 2025, ma volonté a été de sortir 2 montres en même temps. Donc d'un côté, notre premier modèle de la gamme Grand Ouvrage, la Stella Veloce, qui a été produite seulement à 67 pièces et vendue en 10 jours seulement. Et de l'autre côté, la Bohen Square, qui arrive avec la même qualité que ses sœurs, mais avec un prix hyper agressif, un mouvement magnifique et des finitions complexes. La Bohen Square est une montre particulière pour Bohen, puisque c'est notre première pièce de catalogue. Par contre, pas de production en masse, on veut une production limitée pour assurer notre qualité. L'idée, c'est que tout le monde puisse entrer dans la marque au moins une fois dans sa vie. On a des clients pour qui une Bohen est un véritable investissement et d'autres qui viennent nous voir avec une Patek Philippe, une Rolex ou une Audemars Piguet. Avec la Square, on pratique la démocratie par le haut. Ce grand écart, c'est un peu mon histoire parce que je viens d'une famille d'origine très modeste. Dans mes souvenirs d'enfance et jusqu'au début du collège, on n'avait pas d'argent. J'ai vu mon père réussir à force de travail et je veux que Bohen soit accessible au plus grand nombre possible. Donc oui, j'ai principalement travaillé dans le luxe, mais je n'ai pas oublié d'où je viens et je ne veux pas l'oublier. Ce dont je suis fier, c'est que la Square propose un tarif inédit pour une pièce aussi haut de gamme. Et d'ailleurs, presque tous nos clients de la Stella Veloce se sont aussi positionnés sur la Square. C'est un signe qui ne trompe pas parce que ce genre de clientèle n'achète que des produits de haute qualité. Mettez une Submariner à côté d'une Grande Marine et jugez honnêtement les 2 montres. Sans penser à la couronne sur le cadran, vous verrez qu'on n'a pas peur de la comparaison. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de Bohen pour contester mon travail. Quand on fait une série limitée, et je ne parle pas d'une variante de couleur, je parle d'un design entier. On doit amortir le projet sur une petite quantité. Ça fait peu d'exemplaires pour amortir l'outillage. Avec la Square, on parle de production limitée et donc l'amortissement des outils se fait sur le long terme. Ça change complètement la donne. Ensuite, la Square n'est pas une plongeuse, et encore moins une plongeuse extrême, donc on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Pour finir, on a de nouveaux accords avec nos fabricants, et plutôt que d'augmenter notre marge, on a décidé de répercuter la baisse sur le prix de vente, et je ne pense pas qu'on soit beaucoup de marques à faire ce genre de choses. L'idée de la Square était de réaliser une montre de ville, à la fois élégante et masculine. Au départ, la montre devait s'appeler Square Boucicaut. Le Square Boucicaut, c'est un petit jardin situé à Paris, en face du grand magasin Le Bon Marché et en face duquel j'ai grandi. Je suis très attaché aux choses personnelles, j'aime me rappeler ma propre histoire pour dessiner. Comme Square Boucicaut était trop long, c'est devenu la Square. Et square en anglais, c'est square, et ça veut dire carré. Donc logiquement, je suis parti sur un design carré, mais en réalité, les éléments s'inscrivent dans les formes plus ou moins arrondies et asymétriques. Pour commencer, j'aime bien cette expression quadrature du cercle. Un rond carré, ça ne peut pas se dessiner. Par contre, ça peut se dire, et donc, il y a cette idée que le verbe est plus fort que la matière. La Square est un exercice sur les particularités des trajectoires différentes. C'est une recherche ouverte sur le thème du circulaire, du carré et plus intimement de ce qu'on appelle la circonvolution. La circonvolution, c'est un sujet qui tourne autour de la géométrie, de la physique, de la philosophie et même de l'hermétisme. Et c'est hiérarchique parce que la circonvolution, elle évolue dans un parcours initiatique. Au début, on longe les angles et par la suite, on les infléchit. Il y a beaucoup de détails complexes dans cette montre. Ce sont des éléments visuels dont l'exécution est difficile et demande le plus grand soin. Beaucoup de concentration, du discernement et de la patience. Par exemple, il y a les cordes le long desquelles j'ai dessiné un chanfrein qui part de 0,2 mm et qui se termine progressivement à 0,75 mm. C'est très beau. C'est très précis, d'autant que le chanfrein part d'un recoin de la pièce diamant qui elle-même mélange un polymiroir et un brossé circulaire. Pour ces détails complexes, le travail est réalisé manuellement et la marge de main-d'œuvre se mesure au centième de millimètre. C'est vraiment très difficile à exécuter. Pareil pour la couronne et sa collerette octogonale, la moindre erreur de polissage nous oblige à éliminer la pièce. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que Bohen réalise un travail fondamental sur la qualité et qu'il n'y a aucun hasard dans mes choix. Il y a toujours des gens pour douter de nous, mais pour l'immense majorité et surtout pour la totalité des gens qui possèdent nos montres, la qualité d'une Bohen, c'est quelque chose à part. Le genre de finition qu'on réalise sur nos montres,
On ne le retrouve que sur certains modèles des plus grandes marques. Ça, c'est une question qui est de la part de gens qui me connaissent. C'est vrai que récemment, on en a un peu parlé sur Internet. La précision, la recherche de fiabilité, je ne peux pas contourner certaines obsessions. Je peux être agaçant pour nous, sous-traitants. J'ai toujours besoin de tout comprendre, de tout vérifier pour être sûr que ça marche. J'ai tellement de peur de faire une erreur que je crois qu'on est la marque qui a le plus de tests de qualité. Depuis la Stardiver, nous sommes les seuls à tester 100% de notre production à 600 ou à 1000 mètres d'étanchéité selon le modèle. Pour le design, ça joue aussi un rôle, évidemment. D'autant que pour moi, le dessin, c'est un moyen d'extériorisation émotionnelle. Quand je dessine, je suis dans mon monde, tout est facile. J'adore les détails, l'exubérance italienne, parce qu'elle est remplie de culture et de liberté. Pour moi, le détail, c'est un langage entre la pensée et la matière. Par exemple, il me serait impossible de contourner le chiffre 9. Le numéro 9, c'est la signature, c'est l'accomplissement, c'est le chef d'orchestre. Quand j'étais petit, on disait que j'étais sage comme une image, parce que je pouvais rester des heures assis sans dire un mot, immobile. C'était pratique, on pouvait m'emmener partout. Mais moi, en réalité, j'étais enfermé dans une bouteille remplie d'eau. Je fonctionnais au ralenti, j'étais prisonnier de moi-même et je ne trouvais pas la sortie. Donc j'étais nul en classe, j'ai redoublé 2 fois, j'étais incapable de me défendre. Un jour, ma prof de français m'a dit « Vous, Giuliani, c'est sûr, vous ne ferez jamais rien dans la vie ». Ça m'a beaucoup blessé, bien sûr. Et puis un jour, 2 fortes têtes de mon collège m'ont inscrit, de force, dans leur club de rugby. Ça a révolutionné toute ma vie, ça a été immédiat. Je peux même dire que ça m'a littéralement sauvé la vie. Parce qu'en peu de temps, je me suis mis à parler aux autres parce que j'avais pas le choix. J'ai accepté le contact physique parce que j'avais pas le choix. J'ai commencé à dire non. J'ai commencé à me défendre seul et surtout à me battre contre moi-même. Et je n'ai jamais cessé d'essayer de repousser mes limites. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand j'étais diagnostiqué Asperger, j'avais plus de 30 ans et ça m'a libéré parce que j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. De là, j'ai pu m'organiser. Par exemple, j'ai énormément réduit mes choix parce que dans mon esprit, ça partait dans tous les sens. J'avais beaucoup trop d'idées, je m'intéressais à tout. Je n'arrivais pas à me canaliser. C'est cette notion d'effort, de dépassement et de choix très impliqué qu'on retrouve aujourd'hui dans Bohen. Je suppose que le côté atypique de la marque vient de là, mais c'est bien. J'ai le sentiment d'avoir réussi à convertir la solitude mentale en explosion d'énergie tournée vers les autres. En 4 ans, on a sorti 5 modèles, 3 premières mondiales, et je travaille en ce moment sur 3 projets en même temps. C'est pas si mal pour un ancien cancre. Alors les ambassadeurs et plus largement nos clients, c'est vraiment une histoire folle. Ils sont tellement dithyrambiques que tout le monde croit qu'on les paye pour publier des photos. C'est fou. On ne sait même pas exactement comment ça a commencé, mais il y a une sorte de phénomène d'émulation entre nos clients qui se sont stimulés les uns les autres. C'est devenu une tendance. Faire savoir qu'on est fan de Bohen. Certains faisaient déjà des photos magnifiques et ça a donné envie aux autres de s'y mettre. Le plus fou, c'est que certains ont carrément changé de smartphone juste pour faire de plus belles photos de leur Bohen. Sur la fanpage, ça frise la compétition. En vrai, heureusement que Bohen n'est pas une religion parce que sinon, ça serait carrément une secte. Plus sérieusement, j'ai l'impression que Bohen ne m'appartient pas. Et je suis presque certain d'avoir raison. On croit que c'est parce qu'on crée les choses qu'on les possède, mais en réalité, on n'existe que parce que les autres sont là. C'est comme si la tribu existait déjà bien avant moi, et qu'en créant Bohen, je leur avais fourni le point de ralliement. Ça me plaît bien cette idée que Bohen soit une entité faite par ce que les autres sont venus mettre dedans. Moi, je suis que le serviteur, je ne suis pas très important en vérité. D'ailleurs, j'aimerais bien que mes montres suffisent à elles seules, mais je ne sais pas très bien pourquoi ou comment, mais finalement, une Bohen s'est livrée avec le personnage, un petit peu moi, et ça se partage entre amis. Voilà. Alors, je m'inspire de ma Kelton, que ma grand-mère m'a offerte et qui marche toujours. Jamais abîmée, jamais révisée et toujours sur mon bureau. Je m'inspire de ma grand-mère. Je m'inspire de mon père, qui reste mon exemple absolu, pour qui je suis rempli d'admiration. Je m'inspire de mes souvenirs.
je me sers de mes obsessions, les détails, la différence, l'anomalie. Je mélange l'idée et la matière. Mais pour le reste, j'ai pas besoin de m'inspirer des autres barques. J'écris mon propre chemin, mon propre sillon. Je n'ai pas besoin de copier, parce que, en fait, copier, c'est tout sauf de l'art. C'est de la pauvreté. Le vintage tendance, c'est une arnaque complète commerciale, hein. C'est pas cher, ça pollue la planète parce que c'est jetable, c'est creux. Mon âme à moi, elle n'est pas dans ce que les autres ont fait, elle est dans ce que je construis moi. C'est quoi pour moi le luxe? Bon, ça c'est une bonne question. Allez, Colbert. Donc Colbert, c'est le XVIIe siècle, celui qu'on appelle le grand siècle. La France est un pays agricole qui ne fabrique pratiquement pas. Colbert, sous Louis XIV, va envoyer des espions à Murano pour savoir fabriquer des miroirs, en Chine pour savoir fabriquer de la porcelaine, en Hollande pour les étoffes. Finalement, c'est l'histoire de l'industrie. La France va chercher à se doter des savoirs et des outils pour fabriquer l'excellence. Ça, pour moi, c'est la naissance du luxe. Et puis, ça a évolué au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Et puis ensuite, on arrive au XXe siècle, dans les années 50, où il y a vraiment le respect de l'objet au travers sa qualité et le respect du client. Et puis ensuite, dans les années 80, la notion a encore évolué, puisqu'on on a introduit l'émotion. Voilà. C'est là où l'émotion du client face à l'objet a atteint vraiment le point d'équilibre parfait, même si la qualité commence à être repensée et retravaillée à cause de la tentation du profit, hein, des gros groupes propriétaires des grandes marques. Cette notion d'émotion, elle est magnifique, elle est très contemporaine et je pense qu'elle apporte l'âme dans la matière. C'est ça pour moi le luxe. Alors, difficile à dire, mon fils est déjà designer pour une marque de luxe, ma fille de 13 ans dessine déjà énormément. Bien sûr, mon rêve serait qu'ils poursuivent un jour ce que j'ai commencé, mais c'est pas forcément au travers de Bohème qu'ils le feront. Moi, j'essaie de leur montrer un chemin, mais il faut qu'ils tracent le leur par eux-mêmes.